Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre, de votre appui. Si vous n'avez toujours pas abonné, si vous n'êtes pas abonné encore sur notre chaîne YouTube, allez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, aidez-nous. Évidemment, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes audio et sur tous les réseaux sociaux. On apprécie énormément votre engagement. Suivez-nous, partagez le contenu, ça nous aide énormément et on vous remercie beaucoup pour ça. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Puis j'aime ça que tu t'adresses aux gens qui nous écoutent pour leur dire de nous suivre et de demander aux gens qu'ils connaissent de nous suivre. Et ça marche, on reçoit des messages. Alors merci à tout le monde et on continue de faire ça parce qu'on a du fun à le faire. Alors. Chose certaine, Salim, depuis qu'on a commencé le balado, mais je pense que les gens le savent déjà parce qu'ils nous écoutent, donc j'imagine qu'ils sont toujours à la recherche de contenu comme ça en ligne. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, on a les médias traditionnels, etc. C'est intéressant toujours. Mais en termes de contenu comme le nôtre, il n'y a pas beaucoup. Et je vois dernièrement qu'il y a un vent de changement. Ces plateformes-là deviennent de plus en plus populaires et je pense que l'auditoire grandit de plus en plus. C'est une bonne chose pour nous. On essaie évidemment d'être responsable et de ne pas produire du contenu qui est offensif ou qui, je sais pas trop quoi. Là, offensif ou offensant. Mais tu fais bien de le dire, George, parce que, tu sais, moi, je trouve ça fantastique, le monde des podcasts. Puis c'est pour ça que toi et moi, en tenons un depuis 2 ans. Puis toi, tu fais ça aussi en anglais, puis depuis aussi plus longtemps que ça. Je trouve ça absolument fantastique. J'aime le format, j'aime. Je pense que les gens, même nos invités qui sont des politiciens, etc., aiment ça parce qu'ils sont capables de prendre le temps et d'expliquer certaines choses, ce qui est souvent moins le cas dans une entrevue auprès d'un média traditionnel, ce qui est une bonne chose. Mais les podcasts de gens comme nous, nous ne sommes pas des journalistes, on n'est pas en concurrence avec les médias traditionnels, on n'est pas en concurrence avec le journalisme, le vrai journalisme. Nous, on arrive avec nos idées, on arrive avec nos convictions, nos valeurs, et on les expose de manière, assez transparente, hein, parce que quand même, c'est des centaines de milliers de vues là, depuis qu'on est depuis 2 ans. Mais évidemment, on est biaisé parce qu'on on fait pas un travail de journaliste. On n'est pas là pour rapporter des faits. Mais par contre, on essaye, par conscience, le plus possible, de ne pas déformer des faits ou d'être un peu prudent lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose ou quand c'est un sujet qu'on connaît un peu moins, on fait attention. Mais moi, je dis toujours aux gens qui nous écoutent et qui aiment nous écouter, il y en a plusieurs là, qui me textent, qui m'appellent, qui m'interpellent. Je leur dis toujours, écoutez, nous, on a du fun à discuter de politique, mais renseignez-vous aussi, tu sais, je veux dire. Oui. Ensuite, on n'a pas un agenda, là, genre... d'ailleurs, c'est pour ça qu'on reçoit tout le monde. On reçoit tous les partis politiques, y compris des gens avec qui on est vraiment, mais vraiment pas d'accord. Tu sais, mais on a eu du fun à recevoir tout ce monde-là. Alors, prenez-en, laissez-en. Mais on réalise aussi, Salim, que tu mentionnes les gens avec qui on pourrait jamais être en accord avec, puis quand on les sort de ce contexte, de cette bulle politique dans laquelle ils se trouvent, c'est des gens comme moi et toi, là, tu comprends? C'est des gens qui veulent juste s'asseoir, avoir une discussion. Jusqu'à date, ça a été très poli, très respectueux, puis c'est le fun. Tu sais, moi, je pensais jamais, premièrement, m'asseoir et avoir une discussion de 1 heure et quelques là, avec Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple. Ouais. Mais c'était un des invités les plus intéressants, puis on a eu vraiment du fun avec. On a eu du fun, effectivement, on partage pas nécessairement beaucoup. Non, puis ça va avec tous les invités. C'est juste, je le mentionne spécifiquement parce qu'on est comme diamétralement opposés en termes d'idéologie, mais c'était vraiment le fun de l'avoir. Mais oui, absolument, c'était le fun de l'avoir. Je pense que c'était intéressant ce qu'il a dit, je pense que c'est pertinent ce qu'il a dit, je pense que c'est légitime aussi ce qu'il dit. On est en démocratie. Tu sais, quand même, là, tu sais, je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec quelque chose, ça veut pas dire que l'autre n'a pas le droit de le penser ou qu'il a tort. Et c'est pour ça qu'on donne le micro à tout le monde. Mais on a quand même eu
à quelques semaines d'intervalle seulement, Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhem. Exact. On a quand même eu, à quelques semaines d'intervalle, Paul Saint-Pierre Plamondon et Marc Tanguay. Exact. Donc, je pense que je pense que de ce point de vue-là, bon ben ça va là. Tu sais, je veux dire, je pense que les gens ont compris qu'on n'était pas là pour avec un agenda. Au contraire, moi je trouve même que, sais-tu quoi? Je trouve que, en tout cas, je le dis, moi, personnellement. Moi, tous nos invités, y compris ceux avec qui je suis pas d'accord, je pense que j'essaye de les aider. Je pense que tu fais cet effort, toi aussi. J'essaye de les aider à faire comprendre le message qu'ils veulent faire passer. Tu sais, on leur donne le temps de l'exprimer, etc. Puis nos questions, c'est pas des questions pièges, c'est des questions pour... c'est des questions d'intérêt. C'est des questions d'intérêt. Affiner la compréhension. Exact. Puis ensuite, les gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont aimer PSPP puis ils vont voter pour lui. Puis il y a des gens qui vont voter Duhem. Puis il y en a d'autres qui vont voter pour les libéraux. Puis d'autres qui vont voter pour des solidaires. Et ça va de soi aussi au niveau fédéral. Et comme tu as dit la semaine passée, Salim, le contexte politique québécois risque de changer beaucoup dans les prochains mois et jusqu'aux prochaines élections l'année prochaine. Et je vais le dire, puis c'est pas parce que je suis d'accord avec lui ou parce que j'aime les conservateurs du Québec, mais c'est juste par principe. J'aimerais beaucoup qu'Éric Duhem soit élu dans une éventuelle élection partielle dans Arthabasca. On attend toujours une date. C'est un chef de parti, il est légitime, puis je pense qu'il mérite sa place. Contrairement à ce que pensent certains, je pense pas que c'est aux députés dans l'Assemblée nationale du Québec de choisir qui mérite ou non d'être là. Donc, je crois profondément à l'exercice démocratique et je pense qu'il faut qu'il y ait des candidats dans Arthabasca. Puis de là, c'est aux résidents ou aux citoyens d'Arthabasca de choisir qui ils veulent. Mais je pense qu'Éric Duhem mérite sa place au Parlement. Et si ça arrive, moi, je pense que la dynamique politique québécoise, comme on l'a sait depuis les derniers 4 ans ou même 8 ans, elle va basculer complètement, là. Écoute, c'est sûr que dans le temps, on était dans une formule bipartisane. C'était un parti ou l'autre. Donc, quand tu gagnais des élections, là, souvent, c'était 52-48 ou des choses comme ça. Mais alors, ça, c'était il y a bien longtemps. Puis, cette bipartisanerie a existé avec un tiers parti qui était l'ADQ, qui était un petit parti un peu isolé, qui n'aspirait pas nécessairement à gagner, jusqu'à temps qu'il y ait eu cette mini-vague, cette vaguette de 2007 qui a fait en sorte que l'ADQ est devenue opposition officielle. Ça n'a pas duré longtemps parce que 18 mois plus tard, ils sont tombés à 6 députés, je crois. Mais qui, à mon sens, ce que l'ADQ avait construit avec Mario Dumont pendant un certain temps, là, entre la fin des accords du lac Meech et 2008 où Mario Dumont a perdu et a décidé de quitter. Moi, je crois que tout ça, c'est ce qui a permis à la CAQ par la suite de gagner. Cette troisième voie, c'est ce que la DQ essayait de proposer. Mais la CAQ lui a apporté un autre dynamisme, une autre façon de voir, la sortie aussi un peu d'un régionalisme qui était peut-être trop profond, trop prononcé, qui l'a rendu peut-être plus... qui a rendu ce mouvement-là plus pertinent, plus voyant, plus... Et voilà, parce que la vérité, moi, j'y crois pas que tu lances un parti politique aujourd'hui, genre on est en 2011, puis tu prends le pouvoir en 2018. En 7 ans, prendre le pouvoir, c'est extraordinaire quand même. Ouais. Mais quand tu viens véritablement voir, au-delà de l'entité politique, l'entité juridique Coalition Avenir Québec, il y avait avant ça 25 ans de travail de l'ADQ quand même. Là, oui. Donc, il faut pas... Oui. L'ADQ qui a été par la suite avalée par la CAQ, évidemment. Donc, il faut le dire. Alors oui, je pense que Éric Duhem apporterait éventuellement quelque chose d'intéressant à l'Assemblée nationale. Mais sais-tu quoi? Moi, je me garde juste de dire que ce serait mieux avec lui ou pas mieux avec lui parce que la réalité,
la seule chose qui est mieux, c'est la décision démocratique, comme tu le dis. Donc, si il y a une circonscription quelque part au Québec qui décide d'envoyer Éric Duhem à l'Assemblée nationale et lui ouvrir les portes, des avantages que d'être à l'Assemblée nationale, donc c'est-à-dire les points de presse, etc. Bon, ben, écoute, tant mieux, ça sera tant mieux pour lui, puis ses idées, puis son parti. Exact. Mais la dynamique va changer, c'est sûr, parce on rentre doucement, là, c'est la fin de la session parlementaire. Il reste 2 semaines parlementaires intensives. Puis le vendredi 6, à moins qu'il y ait un bâillon qui nous emmène jusqu'au vendredi ou au samedi 7, mais la session va se terminer. Puis, on rentrera dans une année préélectorale, puisque les élections vont avoir lieu en début octobre 2026. Donc, la prochaine rentrée de septembre sera la dernière rentrée d'automne avant les élections. Et il y aura aussi le chef du Parti libéral du Québec qui sera élu. Évidemment, il n'y a personne qui... il ne sera pas en chambre parce qu'aucun des 5 candidats n'a un siège au Parlement. Donc, mais ça aussi, ça va changer pas mal la donne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, avant la fin de la session, de notre côté, pour ceux qui nous écoutent, on essaie quand même d'avoir plus de présence de députés du gouvernement. On ne veut rien promettre, évidemment, mais il y a de fortes chances qu'on ait des ministres sur le balado. On le souhaite. Et avant que j'oublie, parce que j'aime des fois le répéter, la série avec les chefs des partis n'est pas encore complétée. Il nous manque M. Legault. Donc, on a fait tous les chefs des partis. Ouais. Il nous manque toujours M. Legault. Mais évidemment, c'est le premier ministre. C'est un agenda chargé. Mais ça serait le fun qu'on puisse terminer cette série-là. OK, regarde ce qu'on va faire. Et puis... d'habitude, on ne fait pas de montage, à moins qu'on y soit contraint. Là. Donc, mais garde ça au montage, ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on fait un appel à M. Legault et on lui envoie le petit clip? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Puis les gens qui nous écoutent pourront peut-être le partager et le taguer sur la main. Alors, écoutez, Monsieur le Premier ministre Legault, on serait honoré de vous recevoir à notre micro à Politiquement parlant. Nous sommes dans la grande région de Montréal, donc vous allez bientôt revenir dans ce coin-là, puisque la session parlementaire se termine le 6 ou 7 juin. Donc, vous êtes le bienvenu. On serait très heureux, très honoré de vous avoir. Vous êtes le seul chef de parti qu'on n'a pas reçu. Évidemment, vous êtes Premier ministre du Québec. Nous savons que vous êtes extrêmement occupé. Vous ne faites pas juste vos travaux parlementaires ou vos obligations parlementaires. Vous avez tout le Québec et son gouvernement à gérer. Mais on serait très heureux de vous recevoir ici. Et voilà. On va revenir à la CAQ parce qu'il y a des affaires qui se passent à la CAQ. C'est pas une bonne période, disons-le comme ça, dernièrement, mais on va faire un petit saut au fédéral. La nouvelle, ça va être une très courte session là, qui va commencer la semaine prochaine avec la visite quand même du roi Charles III ou II? III. Charles III. Et donc, on se prépare pour ça. Et en attendant, il y a quand même eu des nouvelles. Hein, on a des nouvelles du nouveau premier ministre, M. Carney. Il y a des discussions, évidemment, avec les États-Unis. Et j'ai pas trop suivi ça, mais on va le mentionner quand même parce que je trouve que c'est important, parce que c'est un sujet qui a, par le passé, causé pas de controverse, mais quand même des bons débats autour de l'idée que le Canada participe au bouclier antimissile avec les États-Unis, surtout dans le nord du Canada. C'est intéressant parce que Mark Carney semble avoir ouvert la porte. Moi, j'ai jamais eu d'opposition là-dessus. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne idée que le Canada augmente un peu sa collaboration militaire avec les États-Unis à ce point-là. Et vu le contexte politique actuel, peut-être ça serait une bonne idée. Oui. Alors, ce que tu appelles le bouclier antimissile, M. Trump appelle ça le dôme d'or.
C'est un peu pour paraphraser le dôme de fer en Israël. C'est ça dont s'est doté l'État israélien. Écoute, alors, regarde, partons du commencement. Nous sommes le voisin immédiat et seul voisin au nord des États-Unis et à l'est de l'Alaska. S'il devait y avoir un dôme pour couvrir les États-Unis, forcément qu'on est un peu, attaché. On est un peu attaché, on est un peu concerné quand même parce que voilà, on est là, tu sais, je veux dire, puis une frontière, c'est pas, même si M. Trump te dit qu'il y a des endroits où c'est tiré à la règle, là, ce qui est pas tout à fait faux dans certains coins, mais tu sais, d'une manière générale, c'est pas vrai que tu vas protéger ton territoire d'un missile tout juste entre tes frontières exactement de la même manière. Donc, tu sais, le dôme va couvrir une certaine partie. Donc, pour réussir à couvrir l'ensemble des États-Unis, ça va forcément couvrir une partie du Canada. Et si le Canada devait, entre guillemets, s'opposer à ça, tu comprends que là, les Américains vont commencer à taper du poing sur la table pour dire « Attendez. » C'est parce que c'est soit on se protège, puis c'est comme ça qu'on souhaite le faire, soit vous nous protégez sur votre territoire, et là, faites-le, mais vous n'avez pas les capacités de le faire. Donc, comme vous n'avez pas les capacités de le faire, faisons-le. Puis, tu sais, sur les questions, puis je sais, là, il y a des gens qui entendent cette histoire d'annexion du Canada en se disant « Ah, mais c'est n'importe quoi, etc. » Ben, en fait, je veux bien. Moi aussi, j'aurais jamais pensé qu'en 2025, on parlerait d'annexion du Canada par les États-Unis. Mais tu comprends que dans l'argumentaire d'un gars comme Trump qui y croit, lui, si le Canada n'est pas un partenaire fiable économiquement, n'est pas un partenaire fiable militairement, puis que le Canada ne protège pas les eaux territoriales dans le nord, là, l'ouverture avec la fonte de la calotte glaciaire, là, il y a des routes commerciales qui vont passer par là. Les Chinois ont les yeux là-dessus, les Russes, bien sûr, ont les yeux là-dessus, les Américains, par la force des choses, avec l'Alaska, mais tu comprends qu'ils n'ont pas le reste, hein, c'est nous qui sommes là. Jusqu'à un certain point, les Européens, puisque le Groenland est jusqu'à preuve du contraire, un territoire européen, tu sais, à un moment donné, les Américains vont taper du doigt. Donc, du poing. Donc, clairement, George, le Canada, avant de dire est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, la question c'est, le Canada, est-ce qu'il a le choix? Ouais. C'est un bon point. Puis moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Et de toutes les manières, s'il y avait un pays avec lequel tu voudrais ou aimerais ou nécessiterais avoir une alliance, ben ça serait les États-Unis. Tu comprends? On est chanceux quand même, Salim, là, d'avoir les États-Unis comme un partenaire, un voisin. Oui, mais en ce moment, il n'est pas très fiable et c'est le problème. Okay. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais quoi? Les Canadiens, dans leur grande majorité, à quelques exceptions près, les Canadiens, dans leur grande majorité, sont quand même des gens qui aiment beaucoup les États-Unis. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, j'y vais régulièrement. Ben là, honnêtement, j'ai décidé de pas voyager aux États-Unis. Je boycotte à cause de la guerre commerciale. Donc, parce que je suis fâché. Mais est-ce qu'il y a vraiment une guerre commerciale? Parce que l'autre chose qu'on a vu cette semaine aussi, Salim, puis je ne veux pas changer de sujet, on pourra y revenir, mais on a appris via les médias que quasiment en cachette, là, moi, je l'avais même pas vu, cette affaire-là, M. Carney aurait retiré plusieurs contre-tarifs qu'il avait imposés. Il a retiré plusieurs contre-tarifs, mais tout ça, c'est dans l'optique
de pouvoir en arriver à une entente avec les États-Unis. Je te rappelle aussi qu'il y a certains tarifs que les Américains ont mis pour le reste de la planète, mais pas aux Canadiens. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut juste faire baisser aussi la pression. S'il va falloir les remettre parce qu'admettons, il n'y a pas possibilité de discuter avec les Américains, ben à ce moment-là, M. Carney prendra la décision de les remettre et d'avoir une réponse satisfaisante. Mais là, pour le moment, là, il y a des discussions qu'il faut établir. Donc, d'après toi, c'est plutôt un geste de bonne foi de M. Carney qui dit, regarde, on va se relaxer un peu, on va respirer, voici ce qu'on fait, revenons sur la table, puis on va discuter. Ben, moi, à partir du moment où M. Carney est ferme sur une seule chose, c'est l'annexion du Canada, ça n'arrivera pas. Tout le reste, on peut le discuter. Mais l'annexion du Canada, ça n'arrivera pas. Parce que tout le reste, nous, on n'a pas de problème à avoir une économie qui soit intégrée à celle des Américains parce que on a tellement en commun. Là, je veux dire, nous autres Canadiens, là, nous sommes des Nord-Américains et quelque part, on ressemble énormément à des Américains, même si on est différents, puis on a notre propre, si tu veux, identité canadienne. Mais à partir du moment où il est ferme là-dessus, puis que d'un autre côté, il dit, bon, regardez, on va prendre un pas de recul, on va prendre une respiration, puis on va négocier, on va faire en sorte de négocier et avancer dans les trucs. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Ça sert à rien. Veux-tu vraiment faire une enchère de tension avec Donald Trump sur le moment, là, quand il était en train de montrer les muscles, comme on dit, c'était le moment de montrer que, regardez, vous êtes peut-être plus solide, vous êtes sans doute plus solide que nous. Notre GDP, notre PIB, c'est à peine 10% du vôtre. On ne boxe pas dans la même catégorie, mais nos économies sont tellement intégrées. Votre principal client, c'est tellement nous, le Canada, que si on venait à répondre de la même manière que vous le faites, ben proportionnellement, ça pourrait vous faire mal également, tu sais. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a quand même certains arguments à mettre de l'avant. Ces arguments ne veulent pas dire qu'on gagne une guerre commerciale. Regarde, on va être clair, là. N'importe quelle guerre là, contre les États-Unis, on la perd. Là. C'est comme... Mais c'est juste une manière de dire, pour eux, là, je veux bien faire une guerre. Je vais gagner, mais je veux-tu avoir un bras en moins? Parce que c'est ça, parce que tu peux garder tous tes membres. Ensuite, tu peux dire, oui, je vais aller me faire greffer, etc. Genre, je vais me faire greffer, c'est-à-dire je vais greffer ton économie, je vais le ramener, blablabla. On peut spéculer, inventer des trucs pendant des heures, là, c'est pas... Mais au final, est-ce que ça pourrait faire mal à des Américains aujourd'hui, là? Ça pourrait, fait que c'est ça. Mais pour revenir au Dôme d'or, je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. 2, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que le monde qu'on a connu, c'est-à-dire le monde qui a suivi 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde tel qu'on l'a vu jusqu'à aujourd'hui, tend à ne plus exister. Donc, les logiques vont de moins en moins exister. Il y a certaines logiques auxquelles on tient, auxquelles on s'accroche, auxquelles on souhaite qu'on souhaite voir poursuivre, mais ça va changer. Mais le monde a changé et va continuer de changer. On a besoin aussi de sécurité. La question, c'est à quel point il faut qu'on soit dépendant des États-Unis, sachant que chat échaudé craint l'eau. On a été un peu échaudé par les positions de M. Trump, nous concernant. Donc, forcément, on se pose la question, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va être encore davantage dépendant des États-Unis? Est-ce que les alliances militaires qu'on voulait faire aussi avec des pays européens par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, notamment en Ukraine, etc. Est-ce que va falloir arrêter ça? Et l'OTAN, qu'est-ce qu'il y en est de l'OTAN? Est-ce que l'OTAN, ça existe encore? Ou est-ce que c'est pour le moment, ça vivote, mais demain, il n'y en aura plus? Tout ça, c'est des questions. Moi, je pense que le tout rentre un peu dans la stratégie que nous a vendue M. Carney durant l'élection concernant
l'augmentation des investissements militaires. T'sais, il peut toujours, c'est aligné, là, c'est dans cette voie-là. Moi, la question, puis on en a discuté un peu la semaine passée, Salim, ou la semaine d'avant, je me rappelle pas, non, c'est la semaine passée. C'est des gros projets, là, OK? Si tout va bien, puis si on s'enligne vers cette direction-là, on peut s'attendre à des gros chantiers là, à venir. Le problème, pour moi, qui existe toujours, c'est t'as pas de budget. Et ça semble être toujours un point. J'entendais Jean-Denis Garon cette semaine, on l'a eu sur le podcast durant la campagne. J'imagine que c'est le porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. J'imagine, je sais pas exactement, mais j'imagine que ça a du sens de le mettre là. Qui critiquait le nouveau gouvernement Carney. Et il a raison de le faire. Parce que tu peux pas amener les Canadiens dans ces eaux-là et de ne pas avoir un plan budgétaire pour dire voici ce qu'on va faire, voici où est-ce qu'on va dépenser votre argent. Et je sais que toi, la semaine passée, tu m'as dit bon, je pense pas qu'il va avoir un budget, mais moi, je suis pas trop sûr. Je pense que peut-être sous la pression, il risque de... Il l'a annoncé finalement, tu avais raison. Parce que M. Carney, qui la semaine dernière était à Rome, au Vatican, pour... il y a eu quelque chose, parce que j'ai manqué ça sûrement. Il y a eu une conférence de presse où il a annoncé qu'il allait déposer un budget à l'automne. Donc c'est ça. Alors bon, c'est oui. Mais bon, ça a du sens, Aline. Tu peux pas gouverner sans budget. Ça n'a pas de sens. C'est ça. C'est juste que moi, en tout cas, regarde, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne suis pas un économiste. Puis, je ne suis pas l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada ou de Grande-Bretagne, mais me semble qu'un budget, moi, je l'aurais même déposé maintenant. Mais bon, regarde, le choix de M. Carney, c'est de le faire à l'automne. Parce que ça joue aussi sur sa crédibilité. Tu es un banquier. Tu es rentré ici pour prendre la charge des choses. On a mis de côté un autre premier ministre qui avait foutu le budget, les finances publiques, je ne sais pas trop où. Puis tu rentres là-dedans avec cette carte-là que tu sais ce que tu veux faire. Tu as un plan, tu as l'expérience. Puis là, tout à coup, tu annonces que il n'y aura pas de budget. Mais non, comment? Ça marche pas comme ça. Non, mais écoute, finalement, il a dit qu'il allait en avoir un. Là, mais bon, moi, à mon avis, ça va être une comment on appelle ça? Une mise à jour budgétaire qui va être plus solide, qui va avoir plus de l'air d'être un budget. Puis ça va être un budget qui va annoncer des mesures dans le budget de mars. J'anticipe que ce soit ça, mais on verra. De toutes les manières, dès le mois de septembre, fin septembre, on devrait avoir, ou début octobre peut-être, on devrait avoir les chiffres du vérificateur ou de la vérificatrice, là je me souviens plus si c'est un homme ou une femme. C'est une femme, je pense. Je pense une femme au fédéral général, vérificatrice générale qui va nous dire quel est l'état réel des finances publiques. Il y a le directeur parlementaire du budget aussi qui va être en mesure de nous donner un aperçu des finances publiques. Ça risque d'être un peu chaotique en termes de relations publiques de gérer ça parce que je pense pas que les nouvelles qui vont sortir de là seront très positives pour le gouvernement, mais en tout cas. Écoute, rendu là, je pense qu'il n'y a plus un chat qui pense que on va vivre un équilibre budgétaire dans les toutes prochaines années. Je pense qu'il n'y a personne qui croit à ça, qui pense ça. Maintenant, de quelle manière est-ce que tu peux être considéré comme crédible d'un point de vue des finances publiques? C'est lorsque, quand tu fais des déficits, ces déficits-là, c'est des déficits liés à des investissements et à des infrastructures. Donc, en gros, là, tu sais, quand ils te disaient, nous, on va essayer pas de faire deux budgets, là, mais comme de subdiviser deux budgets, c'est-à-dire les dépenses courantes. Et là, les dépenses courantes, elles doivent être équilibrées parce qu'on ne devrait pas avoir une dette d'épicerie. On ne devrait pas avoir de dette sur une carte de crédit de quand tu vas à l'épicerie. C'est la même chose au gouvernement. Donc, les dépenses courantes du gouvernement devraient être équilibrées. Puis l'autre bout, c'est les investissements. Et ça, les investissements, bien sûr, c'est dans des infrastructures, c'est dans des choses comme le logement. Il y a une crise du logement. Tu ne peux pas laisser le monde dehors non plus. Là, à un moment donné, il va bien falloir stimuler ça. Ils vont vouloir mettre de l'argent là-dedans.
Donc, je te dirais, c'est là que va se jouer sa crédibilité. Les investissements, ça va être aussi dans le militaire. Il l'a déjà annoncé. Juste pour boucler la boucle, et on va passer à un autre sujet sur le dôme de fer, puisque tu as amené l'aspect budgétaire de la chose. M. Trump évalue à 175 milliards la mise en place de ce dôme, j'ai dit de fer, mais d'or. OK, peut-être que c'est vraiment 175 milliards, mais il y en a d'autres qui disaient que ça pouvait arriver jusqu'à 500 milliards de dollars US. Bon. Moi, la participation du Canada, c'est quel genre de participation? Est-ce qu'il y a une participation financière? Parce que si elle est financière, là, admettons que ça coûte, admettons que ça va coûter 200 milliards de dollars. Admettons que tu dois avoir 50 milliards. Tu dois les mettre, toi, Canada. 50 milliards, là, pour le Canada, là, c'est énormément d'argent. Aux États-Unis, là, je ne sais pas comment ils font. Là, est-ce qu'ils impriment ou est-ce que... Mais, je veux dire, c'est pharaonesque. Je veux dire, c'est des montants incroyables qu'ils sont capables d'aller chercher. Eux, ils comptent en centaines de milliards et en milliers de milliards, etc. Mais au Canada, va chercher 50 milliards. Il disait d'ici la fin de son mandat, donc 25 milliards sur, let's say, 4 ans. C'est environ 12 milliards, là, par année, là. Ça va être 12 milliards par année juste de ça, là. Je sais pas comment il va faire, là, mais ça, c'est si la participation est financière. Si la participation n'est pas financière, ou elle est partiellement financière, l'autre partie, c'est comme, je sais pas, moi, c'est permettre des bases militaires, permettre d'aller déposer des radars pour anticiper l'arrivée de missiles ou au contraire déposer des missiles antimissiles ou des choses comme ça, tu sais, je veux dire. Et l'accès le passage dans les eaux territoriaux du Canada aussi. Oui, mais c'est exactement. Bref, alors c'est ça que je te dis, participation du Canada, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Parce que je peux te dire une affaire, là, honnêtement, à partir du moment où M. Trump veut le faire sur les États-Unis, je vois mal comment il peut faire sur les États-Unis sans le faire sur une bonne partie du Canada et une bonne partie du Mexique. c'est juste logique. Donc, anyway, ça, c'est toi qui le souhaites. Maintenant, si on a envie de faire un autre bout, un autre morceau, tu sais, surtout quand tu sais que 80% de la population canadienne, 80%, vit le long de la frontière. Le long de la frontière. Donc, je peux te dire que s'il protège sa frontière, il protège 80% des Canadiens. Là, exact. On revient à la CAQ. On va revenir à la CAQ parce que, disons-le honnêtement, Salim, le dernier mandat, ça n'a pas très bien commencé. Puis ça n'a pas l'air de s'améliorer non plus alors qu'on arrive à la fin du mandat. Des scandales, des changements de politique. Évidemment, on a déjà parlé du troisième lien, la SAC, il n'y a plus rien qui marche. Et il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser. Premièrement, si M. Legault va vraiment se présenter à la prochaine campagne comme chef, évidemment, de la CAQ et comme premier ministre. L'autre question, est-ce que le parti vont lui poliment demander de se retirer? On l'a vu dernièrement, puis ça a bien fonctionné pour les libéraux fédéraux. Pourquoi ça pourrait quand même fonctionner pour la CAQ au provincial? On ne sait pas, c'est des stratégies. Il y a pas mal de chuchotements qui se passent en arrière-scène. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en arrière-scène, puis dans les corridors, ça jase. Tu as raison de dire, le mandat de la CAQ a mal démarré.
Alors que normalement, ça aurait dû très bien démarrer parce que quand tu gagnes des élections avec 90 sièges sur 125... On va rappeler aux gens qui nous écoutent, là, c'est pas au tout début du mandat, mais tu gagnes les élections au mois d'octobre, puis au mois de février, la première chose que tu t'annonces, c'est que le troisième lien, il fonctionne plus. Tu reviens sur une promesse que tu as... La grande promesse. Ouais, c'est ça. Donc, pendant... Puis tu sais, en plus de ça, ça faisait des années qu'il le promettait. Donc, tu comprends que ça n'a pas été fantastique. Puis après ça, ça a fait un peu boule de neige, ces affaires-là, avec la perte de 2 circonscriptions, Jean Talon, Terrebonne. Là, il y a Arthabasca qui arrive. Donc, si on perd Arthabasca en plus, tu sais... Arthabasca, bien sûr, qui s'en vient aussi. Arthabasca, c'est pire. Arthabasca, c'est pire parce que c'est un fief adéquiste-caquiste. Ben oui. Parce que encore, Terrebonne, traditionnellement, c'est péquiste. Jean Talon, c'est traditionnellement libéral, même si en ce moment, c'est un péquiste qui le tient. Mais dans le cas d'Arthabasca, là, perdre Arthabasca pour la CAQ, c'est beaucoup plus significatif. Voyons, je vais y arriver. C'est beaucoup plus significatif que de perdre Terrebonne ou Jean Talon. Oui. Comment dire? Donc oui, tu fais bien de dire que ça a mal démarré. Ça s'est pas allé nécessairement en s'améliorant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dossiers qui ont fait mal. Nordvolt, Lyon Électrique, la fonderie Horn. Puis écoute, j'en passe là, tu sais, j'en passe. Puis on peut pas s'en passer de Saclic. Il y a même une commission. Oui, assurément, il y a Saclic, mais tu sais, Saclic sur la SAQ. Écoute, en plus de ça, ça faisait un petit bout qu'on entendait parler de la SAQ avant d'en arriver à ça. Les hôpitaux. Ouais, c'est ça, les hôpitaux, qui a été HMR, qui avait été... on avait promis qu'il allait débuter déjà avec la promesse de 2023 en disant c'est bon, l'argent est là, tout est attaché, on va débuter. Puis là, c'est rendu que les écureuils sont plus... Il y a plus d'écureuils que de patients, là. Non, mais si tu prends les gros ministères, là, tu prends santé, tu prends éducation, tu prends transport, il y a des crises dans chacun de ces ministères-là. Éducation, je dois quand même dire quelque chose. Alors, éducation, oui, les crises, lorsque arrivent des choses du genre... l'école Bedford, par exemple. Ouais, mais ça... Qui te mettent dans le trouble. Ouais, mais ça pour moi, c'est pas l'éducation. Ça, c'est un autre... oui, c'est l'éducation, mais ce que je veux dire par là, c'est pas... Non, pour moi, quand tu as un problème d'éducation, en éducation, la première chose auquel je pense, c'est quand tu commences à avoir des personnes non qualifiées dans les classes. Imagine, tu as tes enfants, tu les emmènes tous les matins à l'école. Pour toi, ils sont à l'école avec des personnes qualifiées, ils suivent un programme, c'est bon, etc. Et c'est pas là. Quand tu as des enfants en difficulté puis que les orthopédagogues, tu les cherches, ils sont pas là. Les TES, il y en a pas assez. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça. Ça, pour moi, c'est des problèmes d'école. Les autres problèmes d'école, c'est quand il fait trop chaud, t'es pas capable de climatiser. Quand il fait trop froid, t'es pas capable de chauffer. Puis que t'as des plafonds qui coulent. Mais à chaque année scolaire, Salim, on se demande est-ce qu'on va avoir assez de profs. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Donc, si on peut dire qu'il y a un enjeu là-dedans, que le ministre Drainville essaye de gérer quand même. Mais par contre, je dois quand même dire une affaire. Dans les écoles, il y a eu énormément d'investissements. Ah oui. Puis regarde, on en voit ici dans la Rive-Sud, juste dans mon quartier, là, il y a tellement de choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Des agrandissements d'écoles, des rénovations d'écoles, des constructions d'écoles neuves. Je pense que j'ai entendu à un moment donné, si je ne m'abuse, qu'il y avait comme 100 nouvelles écoles au Québec qui avaient été construites neuves, toutes nouvelles. Je parle pas des rénovations et agrandissements. Il y a quand même en éducation beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, est-ce qu'il y a matière à chialer? Dans un ministère comme celui de l'éducation, celui de la santé, il y a toujours matière à chialer. Et parce qu'on se retrouve parfois dans des situations qui sont intenables, qui sont pas acceptables, et donc forcément c'est très légitime de chialer. Mais en éducation, tu sais, je veux dire quand même, il y a eu mais tu sais, c'est sûr que à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui, oui, effectivement, vont pas bien. Mais tu sais, George, je veux quand même dire un truc qui est important. C'est qu'à un moment donné,
c'est pas la couleur non plus du gouvernement qui est en cause. Ça peut arriver. Les choix, les orientations peuvent amener à ça. Mais des enjeux dans des ministères, au sein du gouvernement, tu peux changer de gouvernement tous les ans, de couleur tous les ans, avec des plateformes toutes les années, et qu'il y en aura toujours. Parce que c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose à... Écoute, tu sais, quand tu as une maison, là, tu rénoves là. Le temps que tu règles tes affaires, là, ça vient de briser ailleurs. Il faut que tu partes. C'est un peu ça, le gouvernement. Puis la CAQ n'est pas responsable de tout. Par contre, la CAQ est responsable d'un certain nombre de choses où ils ont peut-être moins mis l'accent ou des choses comme... Puis c'est là qu'on peut leur reprocher des choses. Par exemple, SACLIC, honnêtement, c'est pas pour frapper sur la claque, mais ça va pas bien. Parce que ça, franchement, là, si ce qu'on lit dans les médias et ce qu'on voit, et puis ce qu'on va continuer d'entendre avec la commission d'enquête là, du juge Galland sur SACLIC, là, oui, il y a peut-être des manquements politiques à ça. Mais les sondages, c'est pas juste ça. Les sondages, souvent, là, on l'a vu au fédéral. On l'a vu nous-mêmes quand on a nous-mêmes travaillé en politique, George. C'est que à un moment donné, les gens sont tannés de te voir. Ouais. Puis, M. Legault, les gens l'ont voulu en 2018, l'ont élu majoritaire. Il était téflon. Il n'y avait rien qui lui collait à la peau parce que les gens étaient comme « Ah, voilà un monsieur comme nous, il parle comme nous. » Mais c'est parce qu'aussi, il était tellement tanné des autres partis qu'il n'en voulait plus rien savoir. Donc, c'était comme un terrain libre à lui. Là. C'est ça. Et lui, il est arrivé avec un style un peu plus populaire. Puis tu sais, quand il faisait quelque chose de pas bon, là, il disait « Ah, j'ai pas été bon. Je savais pas, etc. » Puis là, les gens l'excusaient. Ils se disent « Ah, il est humain. » Ben oui, c'est vrai. Un premier ministre peut se tromper. Moi, j'aime mieux un premier ministre qui dit qu'il est capable de se tromper qu'un premier ministre qui tient son bout pour dire « Non, moi, je me trompe jamais. J'ai raison, vous avez tort. » Tu sais, ça avait bien marché, ça, pour lui. Tellement bien marché que quand la pandémie est arrivée, les gens... c'était le père de famille. Il va s'occuper de nous, M. Legault. Tout le monde l'écoutait. Ouais. Écoute, il n'y avait plus personne qui avait un ressentiment. Non, mais c'était un rendez-vous journaliste. On était fixé à la télévision. On savait qu'à chaque jour, je ne me rappelle pas de l'heure, là, il était là, il nous expliquait. 13 heures, je crois. Whatever. 13-14 heures, si ma mémoire est bonne, mais tu sais, c'est ça exactement. Puis tu sais, il était là, puis il nous disait des trucs, puis on l'écoutait. Puis tu sais, regarde, à ce moment-là, il n'y avait plus de péquistes, de caquistes, de libéraux, etc. Il y avait juste des Québécois qui écoutaient leur premier ministre pour savoir ce qui était. Mais, George, je l'ai dit sur ce podcast, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans ce podcast, j'ai écrit là-dessus aussi. La surmédiatisation d'un gouvernement et d'un premier ministre, elle accélère l'usure et elle accélère la fatigue. Parce que, tu sais, il y avait du monde là où... Il y a du monde au Québec, d'une manière générale. Là, bon, bien sûr, la majorité des gens connaissent M. Legault, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui s'en foutent. Là, pour eux, bon... On vit au Québec. Là, comment il s'appelle, l'humoriste péquiste, là, Nantel. Guy Nantel, il faisait des vox pop où il demandait aux gens si on avait un président ou un premier ministre. Là, parfois. Toujours drôle. Les gens n'étaient pas capables de faire la différence entre Québec et Canada. Il y en avait beaucoup des trucs. Ouais. Évidemment, on va s'entendre. C'est pas la majorité des Québécois qui sont comme ça, qui étaient... puis même Guy Nantel, il choisissait aussi les cas spéciaux là, à passer. Il passait pas celui qui avait un post-doc en sciences politiques non plus. Là, mais les gens sont pas obligés d'être autant politisés que toi et moi ou les gens qui nous écoutent là, sur les différentes plateformes. Tu sais, les gens vivent leur vie, ils ont assez avec leurs soucis pour en plus penser à la garderie de Madame Laforêt dans son coin. Là, tu sais, je veux dire, ils s'en foutent complètement. Là, tu sais. Mais avec la pandémie, tout le monde était surexposé.
Arruda, personne n'a jamais connu le nom. Personne n'a jamais connu le nom du directeur de la santé publique du Québec. Jamais personne dans l'histoire ne savait comment il s'appelait. Ouais. Aujourd'hui, tu fais un sondage. Arruda, il est plus connu que la majorité des ministres caquistes. Et pourtant, ça fait déjà plusieurs années qu'il est plus là. Puis même son successeur qui est là. Il n'y a plus personne qui savent c'est qui. Les gens, regarde, moi, j'ai son visage devant la face, mais son nom m'échappe. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis en plus, Arruda, avec un nom portugais, les gens s'en sont souvenus. Le gars qui faisait des tartelettes et qui aplatissait la courbe. Tu sais, mais tu sais, c'est ça. Alors, où est-ce que je m'en viens avec ça? C'est juste pour te dire, il y a une surexposition. Cette surexposition, elle fatigue les gens plus. Mais tu vas me dire, ouais, mais Salim, la pandémie, tu sais, 2020, 2021, tu sais, rendu à 22, quand on a fait l'élection, la pandémie, on était à sa fin. Là, tu sais, on commençait à voir derrière, etc. Ben, tu as tout à fait raison, George, sauf que à ce moment-là, il était quand même encore un peu populaire, là, pas mal populaire. Ouais. Mais on avait un parti, quand même une majorité surprenante. On avait un parti libéral décimé avec un positionnement de Dominique Anglade qui n'attirait personne, pas même les libéraux, faut le dire. À un moment donné, appelons ça un chat. C'est une personne extraordinaire, Dominique Anglade, mais elle n'incarnait absolument pas ce que les gens attendaient d'un parti libéral au Québec. Là, puis les libéraux, moi je connais des libéraux de très longue date qui m'ont dit dans ma face, on a voté pour la CAQ parce que on comprenait rien au PLQ de Dominique Anglade. Là, donc, donc, tu sais, entre ça, puis l'option souverainiste qui était même pas une option. Puis, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, c'était plus... oui, il a fait élire 90 députés, monsieur. La question que je me pose, Salim, puis plusieurs la posent, est-ce que la CAQ existe sans François Legault? Et il faut quand même lui lancer les fleurs. Il a été très bon à créer cette coalition entre adéquistes, souverainistes. Il y a eu aussi des libéraux là-dedans. Il a réussi à convaincre les gens que on s'en va ailleurs, autre que ce contexte fédéraliste séparatiste au Québec. Il a très bien réussi. Sans lui, par exemple, est-ce que ça existe une coalition Avenir Québec? Sinon, on sait où on s'en va. Il va y avoir un vide qui va être couvert soit par les libéraux, soit les péquistes, peut-être même les conservateurs. Mais si la CAQ existe sans François Legault, qui pourrait assumer ce rôle de leadership-là pour garder cette coalition quand même vivante là, et respirante? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, j'entends souvent dire que la CAQ, c'est un one-man show et que le jour où M. Legault sera plus là, il n'y aura plus de CAQ. Moi, je suis pas... je te dis pas que c'est impossible, mais je suis pas convaincu de ça. Moi, je pense que la CAQ a quand même des jours devant elle et que ça va plutôt dépendre de qui va reprendre ce parti-là. La réalité, c'est que il n'y en a pas tant que ça des gens qui veulent reprendre la CAQ. Regarde un peu la CAQ en ce moment. Tu as le ministre Dubé de la Santé qui, je pense, n'a jamais eu l'ambition d'être PM. Et je pense que d'ailleurs, ce mandat-là, c'est difficile de le voir continuer en politique. Mais il ne se représentera pas. Tu sais, déjà qu'il a hésité la fois dernière, je pense qu'il ne se représentera pas. M. Dubé ne se représentera pas. M. Fitzgibbon est déjà parti. M. Girard, à mon avis, il ne se représentera pas. Le ministre de l'Environnement, M. Charette, il y a eu une série de 4 articles là, dans la presse la semaine dernière, un beau documentaire, un beau 4 articles, là, laisse entendre qu'il ne va pas se représenter. C'est pas clair, mais il laisse entendre. Bonnardel. Je vois mal comment M. Bonnardel va revenir. Mais Mme Guilbeault.
Madame Guilbeault, non, il n'y a aucune raison qu'elle s'en aille. Par contre, Madame Guilbeault, très difficile de la replacer dans un ministère pour briller, là, parce qu'avec sa clique, etc. Mais Madame Guilbeault était au centre, Salim, de tous les dossiers qu'on vient juste d'annoncer qui n'ont pas fonctionné. Le troisième lien, ça clique. Oui, mais le troisième lien, juste parce que je ne veux pas être, injuste envers elle, le troisième lien... c'est elle qui a annoncé que ça déploguait, là, mais... C'était pas sa décision, je comprends, mais, mais je veux dire, elle était pas... Elle porte le dossier, donc tous les projecteurs étaient sur elle. Oui, non, c'est ça, exactement. Donc, elle est comme un peu liée. Mais tu sais, oui, le troisième lien, ça clique, et puis l'affaire de l'alcool au volant. C'est ça. Tu sais, il y a quand même... Donc là, il reste qui? Jolin Barrette? Alors, mais tu sais... De tout ce beau monde-là, tu sais, M. André Lamontagne qui est à l'agriculture, là, je pense qu'il a fait son temps, lui aussi. À mon avis, il ne se représentera pas. Fait que, tu sais, ça fait quand même Éric beaucoup... Kerr, je l'ai trouvé. Éric Kerr, on va attendre Omar Bongo là, pour se présenter à la chefferie avec lui, comme du temps de la DQ. Ils vont faire un bon tandem. Non, mais c'est ça. Mais par contre, oui, tu viens de le dire. Jolin Barrette. Simon Jolin Barrette, c'est, à mon sens... Le futur. Mais il n'y en a pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Tu sais, Bernard Drinville, pour moi, tagué péquiste, tu sais... Ben, tagué péquiste. Monsieur Legault aussi était tagué péquiste quand même. Ouais. C'était le ministre des Finances de l'année 1 du... Oui, donc, mais à un moment donné, c'est des lignes. Même Bernard Drinville, lui aussi, a dit, garde, on n'en est plus là. Je suis pas là. Je suis là pour servir les Québécois, etc. Il y a toujours des lignes, là. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Monsieur Legault a quitté le PQ d'abord. A commencé par quitter le PQ. Par la suite, Monsieur Legault a dit que le PQ s'en allait nulle part, a lancé un parti qui était différent du PQ, qui offrait quelque chose de différent du PQ, notamment pas de référendum, même si fondamentalement il doit être encore souverainiste, mais c'était ça sa position. Disait que j'arrivais avec une troisième voie parce que je n'étais pas d'accord avec le reste, a combattu le Parti québécois pour finalement arriver au pouvoir. Monsieur Drainville, c'est bon... T'étais un nationaliste au PQ, viens avec ton nationalisme à la CAQ. Là. Tu sais, c'était pas... je te dis pas que c'est impossible pour lui. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est très difficile pour un Bernard Drinville de garder la CAQ ensemble. Par contre, Simon Jolin Barrette, lui, a tout ce qu'il faut pour pouvoir garder ensemble cette coalition. Tout ce qu'il faut. Je dis tout ce qu'il faut qui est apparent. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas apparentes, des choses qu'on ne sait pas, des choses de couloir. On me dit que ce n'est pas le grand amour nécessairement avec certains de ses collègues. J'allais justement te dire ça, qu'il y a des chuchotements comme quoi qu'il n'est pas toujours apprécié par ses collègues. C'est ça. Mais par contre, c'est ça en politique. C'est que souvent, regarde, moi je me souviens là je veux pas donner de nom, là, mais au PLQ, là, un ministre que j'ai bien connu qui n'était pas nécessairement un grand fan de Philippe Couillard, puis par la suite, il en est devenu un des principaux supporters, parce que à un moment donné, tu te rends compte que il faut aller au-delà du personnel et essayer de trouver des... Regarde, c'est des choses là qu'on peut voir. Mais moi, je crois que en théorie, il a probablement celui qui a le meilleur profil pour. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je pense que oui. Je pense qu'à la CAQ, il est très... D'une manière générale, là, si tu viens voir chez l'électorat caquiste... Mais depuis le tout début, c'était l'étoile montante. Là. On se rappellera que M. Legault lui avait donné plein de dossiers au début. Là. Il y avait tout. Mais il est bon. Mais en passant, je vais te dire un truc. Simon Jolin Barrette... Il est très bon. Moi, je l'appréciais même en opposition quand il était là. Il était excellent. Moi, je me souviens, dans les corridors aussi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec lui 2-3 fois rapidement. Là, on se connaît pas très bien, mais on se croisait.
Et moi, je le trouve bon. Je suis pas d'accord avec lui, par exemple, sur certaines affaires. Ouais. Là, sur certaines affaires, si j'avais été député en même temps que lui, on aurait croisé le fer sans doute parce que c'est pas quelque chose. Mais c'est un excellent parlementaire et je pense que je veux pas dire qu'il est apprécié, mais il est reconnu comme un bon parlementaire aussi par ses pairs. Tu sais, l'affaire qui, à chaque année, là, je sais pas quel journal, là, le meilleur parlementaire. Il était avec Monsef Deraji, Marois Rizki et lui, ils étaient parlementaires de l'année. Exact. Effectivement. Non, mais il est bon. Mais moi, honnêtement, je le trouve bon. Moi, à part quelques idées à lui avec lesquelles je suis pas d'accord, mais tu sais, je veux dire, dans ses ministères, notamment à la justice, il y a certains éléments vraiment intéressants qu'il a pu apporter, etc. Ensuite, je lui conseillerais quelques cravates un peu différentes, là, tu sais, mais je veux dire, mais au-delà de ça, honnêtement, moi, je le vois, honnêtement, je le vois bien à la tête de la CAQ. Puis, sais-tu quoi? Je vais te dire un truc. Moi, je crois, quand tu crois en la démocratie, tu crois dans une chose. C'est qu'il faut que les partis, même ceux avec lesquels tu n'es pas d'accord, soient bons et forts. Parce que quand ils sont bons et forts, ils te font de la concurrence et ils te rendent encore meilleur. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, je déteste ça dans notre système, que quand un parti gagne le pouvoir, généralement, les autres partis sont dans un état lamentable. J'aime pas ça parce que même le parti au pouvoir a besoin d'être poussé vers le haut, là, tu comprends? Ouais. D'être challengé. Mais sais-tu quoi? Moi, je pense que si la CAQ devait perdre les prochaines élections, comme l'annoncent les sondages, je crois que les Québécois, la démocratie québécoise, mérite d'avoir quand même une coalition Avenir Québec en santé, forte, dans l'opposition. Et si elle devait être menée par Simon Jolin Barrette, elle serait pas mal efficace. Ouais. Parlant puis on va finir là-dessus, parlant de leadership et de changement, etc., Parti libéral du Québec, la course à la chefferie arrive à sa fin. Je ne sais pas si tu as suivi le débat d'hier, mais les gants commencent à tomber. Oui, mais honnêtement, c'était prévisible. Jusqu'à hier, moi, je me demandais, coudonc, ils sont quand même gentils, ils sont quand même respectueux. Je ne veux pas dire qu'ils ont manqué de respect, sauf que ce à quoi on s'attendait, surtout avec l'arrivée de Pablo Rodriguez, puis on a eu cette discussion-là dans un épisode, là, je ne sais pas trop lequel, que son arrivée du fédéral avec le bilan de Justin Trudeau allait à un moment donné nuire à sa candidature et veut pas, on allait lui mettre des bâtons dans les roues et faire la liaison entre guillemets, la mauvaise gestion des finances publiques au fédéral. Et c'est finalement hier que ça c'est arrivé. C'était pas mal tout le monde contre Pablo hier. Oui, mais si tu mets de côté la course à la chefferie du Parti libéral du Québec un instant et pense à toutes ces campagnes électorales, quelles qu'elles soient, au niveau d'un comté, au niveau national, au niveau d'un leadership, quand tes adversaires sentent que tu es en pole position et que tu es bien positionné... C'est naturel, ils viennent vers toi. Mais évidemment qu'ils vont t'attaquer. Ouais. Mais parce que moi, je pense que Pablo, si on pensait qu'il ferait 4e, je pense pas qu'il y ait du monde qui l'attaquerait. T'attaques celui qui est front-runner. Ouais. Puis le fait qu'il l'attaque... Sachant qu'on n'a pas de chiffres, là, tu comprends, on a les sondages, mais les sondages, c'est pas auprès des membres, c'est auprès du public. Donc c'est pas précis, là, tu sais. Mais moi, la seule chose qui me fait dire clairement que Pablo Rodriguez est devant, c'est le fait que tout le monde l'attaque. Bon, écoute, c'est de bonne guerre. La politique, c'est ça. Moi, je pense que comment je vais dire? Pablo Rodriguez jouit du fait qu'il est politiquement celui qui a le plus d'expérience. Il a occupé des postes exécutifs dans l'exécutif, au sein d'un gouvernement, d'un conseil des ministres.
chose qu'aucun des autres n'a fait. Il a été aussi dans un caucus de députés, donc il sait c'est quoi. Oui, c'est vrai, Carl Blackburn aussi. Mais tu sais, il a quand même été... Pour un court, tu sais, son passage en politique... 2003-2007, environ 4 ans. Là. Un mandat. Mais c'est sûr que Pablo Rodriguez, il était aussi, au-delà d'avoir été ministre, comme je l'ai dit tantôt, mais il était lieutenant du Québec. Il a été leader du gouvernement en chambre. Donc, ça veut dire que toute la game politique avec les autres partis politiques, dans un contexte minoritaire en plus, ce qui est plus compliqué. Travailler avec à la fois les conservateurs, les néo-démocrates, les bloquistes, ce qui n'est pas facile aussi, dans un contexte d'Ottawa, de Parlement d'Ottawa, etc. Tu sais, les gens, là, moi, honnêtement, je parle avec vraiment beaucoup de gens, puis quand j'essaye de comprendre les gens, pourquoi ils veulent voter pour Pablo Rodriguez, c'est ça qu'ils me disent. Mais c'est parce qu'ils cochent des cases. Okay? La question, par contre, que les membres doivent se poser, puis moi, je prends pas de position, là, c'est est-ce que c'est une élection à comme je pense que c'est Carl Blackburn qui le disait l'autre jour, est-ce que c'est une élection à un concours de popularité ou c'est une élection pour le futur du parti et pour le futur de la société québécoise avec un parti qui pourrait être au pouvoir? C'est ça? Là-dessus, je suis 1000 fois d'accord avec Carl Blackburn. Ouais. C'est-à-dire qu'une chefferie ne devrait pas être un concours de popularité. Ça devrait être, est-ce qu'on doit voter pour le bon profil, le bon candidat ou la bonne candidate au bon moment parce que voilà, le PLQ a besoin de ci, ça et ça. Sauf que tu vois, c'est ça là. Tu sais, le PLQ a besoin de quoi? Et à cette question-là, il y a plusieurs réponses. S'il n'y avait qu'une seule réponse, ce serait plus facile. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, si c'est ça la réponse, lequel des candidats se rapproche le plus de cette réponse? Puis hop, c'est beau, let's go. Mais il y a plusieurs réponses. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, l'année passée, tu sais, je partais du principe qu'il fallait retrouver une position de centre droit, de renouer avec le libéralisme, parce que si tu t'appelles Parti libéral, c'est pas parce que tu es communiste, là. Donc, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects qui défiaient le libéralisme qu'on avait adopté au PLQ, et ça n'a pas de bon sens. Ou alors change de nom, là, mais c'est pas. Mais c'était pas. Donc, pour moi, c'est centre droit, renouer avec certains principes fondamentaux du libéralisme. Jeune et terrain, c'est-à-dire politique de proximité. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la candidature, qui a finalement pas été une candidature, d'Antoine Tardy, parce qu'il était maire d'une ville, politique de proximité, c'était en région, etc. Mais là, au moment où on se parle, la gang qui supporte Pablo Rodriguez, ils te disent, bon, le PLQ, c'est un parti de pouvoir. Ça prend quelqu'un qui a déjà été au pouvoir, qui connaît ça le pouvoir, puis ça va être Pablo. Ensuite, il y a d'autres personnes qui te disent, bon, le PLQ s'est égaré du temps de Dominique Anglade, il est temps de revenir à sa source, à ce qu'on connaît. Puis Carl Blackburn, c'est celui qui incarne le plus ça. En plus, dans les dernières années, il s'est développé un profil économique. Le monde économique le connaît. Il va aller chercher des candidatures. Let's go, meilleure candidature. Bang, les gens, ils s'en vont vers ça. Ensuite, tu en as d'autres qui te disent, non. Nous, il faut qu'on brise ça. Nous, on veut un profil plus... C'est-à-dire qu'on change complètement de chapitre. Exactement. On arrive dans un... Start from scratch, comme on dit. Dans une nouvelle ère, avec un visage complètement nouveau, jamais fait de politique auparavant. Presque. Non, jamais fait de politique auparavant. Là, je veux dire, moi, je veux pas rentrer dans la bullshit. Mais la politique, comme on la connaît, peut-être non. Mais je pense spécifiquement, parce que, bon, M. Bélanger puis M. Roy, évidemment, il n'y a aucune expérience politique. Mais M. Millard, quand, les chambres de commerce, ça n'a rien à faire avec la politique comme nous, on la connaît.
mais tu touches. Tu sais, Non, c'est mais comme une attends. voie parallèle. Oui, non, mais attends, de la politique, il y a 1001 organisations dans lesquelles tu fais, entre guillemets, de la politique. Moi, je parle de politique au sens Politique, clair. ouais. Tu sais, donc, pas d'expérience en Ouais. politique. Puis moi, moi qui milite depuis 2006, je l'avais jamais vu avant, là, tu comprends? Ouais, Donc, ouais. ça se peut, tu sais, je nie Non, pas... moi non plus, d'ailleurs. Je nie pas le fait, je nie pas le fait qu'il a pu être dans un congrès des jeunes libéraux en 98, puis moi j'étais bien trop jeune de toutes les manières en 98, fait que j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, c'est pas vrai, là, on va pas commencer à s'inventer des trucs, là, c'est pas... Alors, il a un magnifique profil, faut se le dire. Là. Oui. Moi, j'aime beaucoup le profil aussi de Charles Milliard. En fait, moi, je trouve même que le PLQ est plutôt choyé d'avoir des candidatures comme Rodriguez, Blackburn et Charles Milliard. C'est de très belles... Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui sont autour de Charles Milliard, c'est des personnes qui voient comme une nouvelle ère. Bien sûr, avec, qui respecte un certain passé, etc. Puis je pense que Charles Milliard, c'est un gars assez intelligent pour comprendre ça. Puis je pense qu'il essaye de l'incarner. En tout cas, ceux qui font l'effort de le comprendre, ils vont le sentir. Tu sais, donc c'est ça. Mais là, donc, à la question de quoi le PLQ a besoin, tu vois, on a tellement... Regarde, juste là, je viens de te donner 3 réponses. Donc, c'est très Trois scénarios difficile. complètement différents. Exact. Mais oui, mais c'est très difficile de dire, tu sais, c'est ça que... Mais ensuite, ce qui vient, et c'est la raison, parce que la discussion, elle tourne autour du fait que hier, dans le débat, la cible était sur le dos de M. Rodriguez, de Pablo Rodriguez. Oui. Ben, comment je vais te dire ça? C'est sûr qu'il y a une espèce de frustration chez ceux qui sont dans les autres équipes, c'est-à-dire les autres candidats et leurs équipes, à se dire, ben, on pense pas qu'il ait plus que nous à offrir, mais il a plus de notoriété, a eu plus de visibilité, et c'est juste ça qui explique la différence. Je te dis pas que la frustration est pas légitime, mais elle explique la raison pour laquelle on frappe sur lui. Ouais. Moi, là où j'ai plus de mal dans le fait qu'on frappe sur Pablo Rodriguez, c'est sur un aspect. Tu peux pas être le Parti libéral du Québec, le seul véritable parti fédéraliste au Québec, et faire ce que les caquistes et les péquistes font, et les solidaires aussi, c'est frapper sur le fédéral. Parce que, non, mais on a le droit, on a le droit d'être en désaccord avec le fédéral. On a le droit de comment je vais te dire ça, de dénoncer le fédéral lorsqu'il s'ingère dans des champs de compétences, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que c'est plutôt ça qui arrive, Salim. Je ne sais pas s'il l'attaque à cause qu'il vient du fédéral. Ouais, mais sais-tu quoi? Moi, j'aime pas ça quand j'entends quelqu'un dire il vient du PLC, il est très PLC. Moi, je trouvais qu'Antoine Tardif avait un très beau profil. C'est quelqu'un qui avait déjà œuvré au Parti conservateur. Et j'entendais des détracteurs dire « Ouais, mais il vient du Parti conservateur. » Mais qu'est-ce que tu veux qu'il vienne du Bloc québécois? Tu sais, je comprends pas. Non, mais rendu là, ça commence... Ça me fatigue. Ou alors, tu es en train de me dire, OK, donc quelqu'un du fédéral doit rester au fédéral parce que... Puis un gars du provincial devrait pas aller au fédéral. Mais c'est quoi cette logique-là? Tu sais, à un moment donné, la question qui se pose, c'est des questions qui sont légitimes. C'est quand tu te dis, OK, Pablo Rodriguez a siégé dans un conseil des ministres qui a été extrêmement dépensier au niveau fédéral. On veut le challenger sur le fait qu'il est très dépensier ou qu'il adhère à une philosophie politique très dépensière. Au PLQ, on est plutôt dans une certaine forme de rigueur et de stabilité financière et budgétaire. Ben oui, on peut le challenger là-dessus. Mais c'est pas genre, t'as été là, donc tu es... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on va faire
le procès des gens qui ont été en politique dans certains partis politiques. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui serait venu du Parti conservateur, on va lui dire « Mais oui, c'est ça, toi, là, t'es pour les armes à feu, tu veux que ça circule dans nos rues, puis que nos enfants Est-ce qu'on est rendu là, en politique, à commencer à abaisser les gens? Non, tu peux les challenger en disant « Bon, regardez, M. Rodriguez, vous avez appartenu à un gouvernement qui a été très dépensier. On veut le savoir. Est-ce que vous allez être dépensier de la même manière si vous êtes chef du Parti libéral du Québec? S'il dit non, il dit, OK, d'accord, je veux bien vous croire sur parole, mais est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous voyez ça, les finances publiques? Est-ce que vous allez couper ici? Est-ce que vous allez rajouter des trucs là? Ouais. Moi, challenge-le. J'ai pas de problème. Mais de le mettre dans une case ou dans une boîte, puis de l'enfermer, puis de lui dire crève dedans, honnêtement, là. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'attendais à ces échanges-là beaucoup plus tôt dans la course. Mais non, je te cache pas le fait que je suis content au moins que c'est sorti hier. Je sais pas s'ils auront assez de temps pour convaincre les militants, c'est autre chose, mais j'ai honnêtement cru que ça allait aller sur ce territoire-là, sur ce terrain de jeu, bien avant. Ben, merci de le dire. Tu sais pourquoi merci de le dire? J'ai eu l'occasion de le dire ici. Et je l'ai dit parce qu'à un moment donné, un journal, la presse, pour ne pas les nommer, m'avait contacté, puis j'avais donné cette ligne-là. La raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, George, c'est parce que dans cette course au leadership, ça a été une course de positionnement, d'autodéfinition. Tu sais, c'est comme, moi, je coche telle case, moi, je coche telle case, etc. Mais tu sais, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Tu vas me dire, oui, mais il y a eu 4, il y a même un 5e débat. Je veux bien. Mais il n'y a pas eu tant de... C'était plus basé sur l'autopromotion quasiment. Là, tu comprends? C'était beaucoup plus basé sur voici qui je suis, pourquoi je suis bon, voilà. Et pas pourquoi pas lui et moi. Non, mais en fait, de dire pourquoi moi je suis bon plutôt que de concentrer sur pourquoi l'autre est mauvais, j'aime ça. Parce que j'aime mieux quand tu te vends toi-même que quand tu descends l'autre. Ouais. Mais par contre, j'ai pas entendu clairement, regardez, moi, voilà ce que je suis. L'autre, voilà ce qu'il est. Et voilà pourquoi je pense que ce que j'ai comme qualité et comme position politique, c'est mieux que l'autre. Tu sais, ça aurait pu être ça. Je comprends, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, les partis politiques, ça se déchire, puis ensuite, c'est difficile de renouer, etc. » Non. C'est le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui a gouverné le Québec très souvent à travers l'histoire. C'est un parti de pouvoir, même s'il y a des gens qui n'aiment pas cette expression-là. Au contraire, je pense que s'il y avait eu ces échanges-là, ça aurait été aussi apprécié par des gens à l'extérieur du Parti libéral du Québec, qui se seraient dit « Ah, OK, le Parti libéral du Québec est capable de s'auto-challenger sur ces affaires-là à l'intérieur même, etc. » On en aurait vu des trucs comme ça. Mais encore une fois, moi, j'ai entendu parfois j'ai entendu parfois certaines critiques qui, à la limite, là, moi, me donnaient pas l'impression d'être des critiques d'un parti fédéraliste, mais plus d'une sorte de parti provincialiste. C'est-à-dire un parti qui veut gérer la province, mais qui ne cherche pas à faire fonctionner la fédération. Et puis, non, pour moi, c'est que si on fait partie de la fédération, c'est parce qu'on considère que la fédération peut être un levier pour nous au Québec, pour notre province, pour notre nation. Là. C'est plus dans ce sens-là. Et de faire une espèce de
procès comme ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu laisses ensuite au parti qui aime véritablement pas le fédéral parce qu'ils sont souverainistes souvent ou quasi souverainistes? Non. Donc, on va voir. On va voir. Réponse le 14 mai, donc dans 15 jours. Ça arrive. Puis qu'est-ce que je raconte? C'est pas dans 15 jours. C'est dans 21 jours. Ouais. Donc, ça arrive. Ça va aboutir. Puis, bon, on va rien annoncer pour l'instant, mais il y a de très bonnes choses qui arrivent pour le balado aussi. Donc, on va mettre un point là-dessus. On vous encourage fortement d'aller d'aller nous suivre et comment on dit? De nous suivre. Bon, allez vous inscrire sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les plateformes audio. On vous attend sur toutes ces plateformes-là. Suivez-nous, partagez tout le contenu. On vous voit la semaine prochaine. On espère, on croise les doigts qu'on aura plus de gens qui vont arriver de la CAQ. Ça nous fera plaisir, évidemment, de les recevoir. Et c'est tout. À très bientôt, les amis. Ciao, bye! Bye.